Bonjour à toutes et à tous, je me présente Nathalie Maillère, je suis journaliste scientifique et c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui dans ce live Facebook de Futura. Avec moi, cette fois-ci, deux experts de la question de la conservation des grands singes au bureau d'études Biotop. Fabien Quétier, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Granier, bonjour. Bonjour à tous. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter un petit peu à nos internautes, si vous voulez bien. Fabien, peut-être. Oui, je vais commencer. Donc, je m'appelle Fabien Quétier et je suis docteur en écologie et directeur d'études chez Biotop, qui est une entreprise fondée il y a plus de 25 ans maintenant par des naturalistes passionnés et qui est aujourd'hui une des entreprises leaders en France, mais aussi dans le monde, sur les questions de biodiversité avec des missions de conseil, d'ingénierie et puis d'expertise sur la conservation de la biodiversité dans différents contextes. Et j'ai notamment la chance de travailler régulièrement dans différents pays où on trouve des grands singes et donc d'être confronté à... Très bien, merci. Nicolas? Donc moi, Nicolas Granier, je suis aussi docteur en écologie. Après une expérience de terrain principalement en Afrique sur les grands singes, j'ai rejoint l'équipe de Biotop, donc je suis national où je suis chef de projet. Et donc je m'occupe de tous les projets qui ont trait à la biodiversité, mais avec plus de relatives à la primatologie ou à la grande faune. Voilà, je suis spécialisé dans ces domaines-là. Parfait, merci. Je crois qu'on peut maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, session entre les hommes et les grands singes. Alors, entre les orang-outans, les gibbons, les chimpanzés, dans le monde, il existe 500 espèces de primates, peut-être un peu plus même. Et c'est pour nous une richesse extraordinaire. Et malheureusement, les scientifiques pensent aujourd'hui que 60% de ces espèces sont en danger d'extinction, en cause, non pas directement cette fois le régime, surtout les activités humaines, la pression de l'agriculture, l'exploitation des forêts, l'élevage notamment. Et plus récemment, une nouvelle menace, celle du coronavirus, une menace qui a les hommes, mais aussi sur les primates, puisque les primates peuvent contracter cette maladie qui peut leur être a priori par les hommes. Alors, d'abord, effectivement, est-ce que vous savez, vous, est-ce que vous avez entendu eu des informations, des études à ce sujet? Est-ce qu'on a de singes, de grands singes qui ont contracté le coronavirus au contact de l'homme? Alors, en fait, à connaissance, il n'y a pas eu de tests qui ont été menés sur des grands singes pour découvrir, en tout cas sauvages, pour découvrir si c'était un problème avéré. Mais le risque a été identifié assez vite par les spécialistes qui, dès le mois de mars, ont publié des recommandations pour éviter de transmettre le virus au cas où, même si c'était improbable, qu'effectivement il puisse infecter les singes sauvages, parce qu'évidemment les conséquences seraient dramatiques, comme c'est des espèces qui sont souvent présentes aujourd'hui avec des effectifs assez simples, assez faibles. Même la perte de quelques individus en fait peut avoir des conséquences vraiment très importantes pour la survie de ces populations, et du coup le principe de précaution. Et il y a évidemment toutes les raisons de croire que les grands singes puissent être infectés. On a une telle proximité génétique avec eux, et il y a d'autres maladies auxquelles ils sont déjà sensibles. Et d'ailleurs, j'en profite le fait que dans le domaine de la conservation des grands singes, les maladies transmises par les humains sont bien identifiées comme un facteur de risque. Et il est établi notamment qu'une part significative des populations de gorilles en Afrique centrale ont été affectées par Ebola, par exemple.
Alors, je voudrais rajouter justement quelque chose sur ce que tu dis, Fabien, qui est très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de maladies de par la proximité génétique entre les hommes et les grands singes. Il y a beaucoup de maladies qui sont communes. Déjà dans les années 60, on avait pu voir des cas à Gombe de singes qui attrapaient un virus qui ressemblait à la poliomyélite. Et donc, 6 en sont morts, 6 sont restés paralysés à vie. Et puis après, bien sûr, comme tu dis, il y a eu Ebola. Il y a eu, on peut aussi peut-être parler du cas du sida, dont l'origine était peut-être siémène. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est la plus, qui prévaut actuellement. Mais chez les grands singes, il y a beaucoup de virus, de syndrome respiratoire, donc avec des agents pathogènes. C'est quelque chose qui est reconnu déjà depuis les années 90. Toutes les communautés de grands singes qui sont exposées soit à de la recherche scientifique, soit à du tourisme, donc qui sont en proximité avec des humains, ont connu un ou plusieurs épisodes de syndrome respiratoire aigu qui a fait mourir une partie au moins de la population. Donc, le coronavirus étant effectivement une maladie respiratoire, là, on voit que le principe de précaution prévaut absolument pour le rapport homme-chimpanzé ou homme-gorille, homme-orang-outan. D'accord. Alors, dans le sens inverse, toujours par rapport à cette histoire de coronavirus, puisqu'on sait maintenant que ce virus nous est arrivé d'animaux sauvages, de quelle manière exacte, on a encore du mal à le préciser, mais chauve-souris, pangolin, enfin voilà, toujours est-il qu'on se dit que peut-être les singes, les grands singes peuvent eux aussi nous transmettre des maladies et dans ce cas-là, peut-être qu'il est préférable là aussi de prendre quelques distances. Alors, est-ce qu'il y a un véritable risque? Est-ce que par rapport à des maladies de type coronavirus ou d'autres, qu'il y ait une transmission entre des grands singes et les hommes? Nicolas? Eh ben oui, alors effectivement, un petit peu pour les raisons que je viens de décrire. Donc les grands singes étant particulièrement, j'allais dire fragiles et aux agents microbiens humains et notamment les agents respiratoires, les affections du système respiratoire, il est sûr qu'ils sont tout à fait exposés à ce genre de virus et que donc les précautions doivent être absolument pris. Donc notamment maintenant, lorsque on veut faire du tourisme de vision, aller voir des chimpanzés ou aller voir des gorilles, les touristes sont amenés à se munir de masques de manière à pouvoir protéger les animaux. Il y a aussi une distance de sécurité à respecter. Cette distance de sécurité a été augmentée. Fabien, si tu veux rebondir. Animaux, ça protège aussi les humains, parce qu'effectivement, on peut tout à fait imaginer que les maladies aillent dans l'autre sens. Alors, il se trouve que d'abord, les effectifs des grands singes sont plus faibles et ils voyagent moins. Donc, en soi, ils posent un risque plus faible, mais c'est sûr que le potentiel est là, et du fait de la proximité génétique, la possibilité pour qu'une maladie passe d'une espèce de grands singes, c'est beaucoup plus probable que entre des invertébrés et des humains, ou même des chauves-souris, etc. De ce qu'on en sait, c'est pas quelque chose de récurrent ou de récent, mais c'est certainement quelque chose auquel il faut être vigilant et voilà, éviter les contacts et la promiscuité entre guillemets avec ces espèces, c'est une bonne idée. Plus évidemment, au-delà de la simple observation ou du toucher, on y reviendra sans doute dans un moment, mais il y a de nombreux pays où en fait les grands singes sont consommés en tant que gibier,
Et donc, évidemment, si vous imaginez qu'on est génétiquement très proche de ces espèces et qu'elles sont porteuses, on a intérêt à bien cuire la viande, entre guillemets, si on ne veut pas attraper des maladies lors de la consommation. Voilà, mais je pense qu'on va revenir justement sur ces questions-là, de la façon dont on interagit avec ces espèces. Oui, voilà, tout à fait, parce que c'est un peu le sujet de ce live. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut, après cette crise qu'on a tous vécue plus ou moins durement, est-ce qu'on peut encore cohabiter, est-ce qu'on peut envisager de cohabiter avec de manière générale, mais plus précisément avec les grands singes, sans que ça ne pose vraiment de problème ni à nous, ni à eux, et est-ce que ça peut se passer tout ça en bonne intelligence, parce que je crois que le bureau d'études Biotop mène notamment un projet de conservation en Guinée, un pays où la cohabitation est de mise. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet et de ce qui se passe en Guinée, en fait? Oui, tout à fait. Alors, donc, effectivement, on a la chance de travailler assez régulièrement donc en République de Guinée. C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est situé, on va dire, en résumé, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, là où le Bombay de l'Afrique fait une courbe vers le sud. Et donc, c'est un pays avec un grand paysage de milieux, aussi une grande variété dans les cultures humaines qu'on y trouve. Et donc, c'est un pays qui est assez caractéristique du point de vue des grands singes, du fait qu'il accueille une très grande partie des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, et différentes raisons qui permettent d'expliquer ça, mais une des raisons les plus souvent avancées, c'est que les populations d'une partie du pays, notamment dans une chaîne de montagnes ou un massif montagneux qu'on appelle le Fouta Djallon, dans cette partie du pays, les populations humaines, en fait, ne considèrent pas les chimpanzés comme au contraire cherchent proactivement en fait à cohabiter avec l'espèce et à lui accorder un statut, enfin une reconnaissance particulière. Et donc du coup, contre les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a eu moins de persécutions en fait dirigées contre ces espèces. Et du coup, aujourd'hui, la Guinée a une responsabilité très forte pour la conservation en Afrique de l'Ouest, alors qui malheureusement sont par ailleurs en train de s'effondrer en termes d'effectifs, avec une perte rapide de population, et la sous-espèce d'Afrique de l'Ouest est classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, bien que localement on puisse souvent considérer qu'il y a beaucoup de chimpanzés quand on est en Guinée, c'est une exception par rapport à la situation de l'espèce en Afrique de l'Ouest. Les chimpanzés, par ailleurs, se portent mieux dans d'autres parties de l'Afrique, notamment en Afrique centrale, où il reste de grandes surfaces. Voilà, il y a quand même des pressions qui sont fortes, mais les disponibilités d'habitat, ils sont encore assez grandes. Voilà, et donc dans ce pays, en fait, le Biotop intervient assez variées, mais on a notamment accompagné différents acteurs guinéens dans des réflexions sur la bonne prise en compte des chimpanzés. Il y a un secteur minier très actif autour de la bauxite et d'autres minerais, et on a aussi contribué à animer l'élaboration d'un plan national d'action pour la conservation du chimpanzé dans le pays, qui est adossé par ailleurs à un plan régional d'action qui a été publié il
il y a peut-être 2 semaines par le groupe de spécialistes des grands singes de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et une des principales recommandations en fait dans ces réflexions au niveau régional et au niveau guinéen, c'est effectivement de réussir à pérenniser et renforcer l'efficacité de la cohabitation qui aujourd'hui permet à la Guinée d'accueillir ces chimpanzés. La plupart des chimpanzés en Guinée sont versés dans des paysages habités où il y a de l'agriculture, où il y a de l'élevage, où il y a différentes activités. J'ai mentionné les mines, mais il y a beaucoup d'autres choses évidemment. Et l'espèce n'est pas du tout comme quelques parcs nationaux qui seraient des îles préservées dans un océan de milieux dégradés ou convertis, qui est un contraste intéressant avec d'autres pays. Si vous allez en Ouganda, par exemple, les chimpanzés sont assez largement cantonnés à la forestière et bien qu'ils puissent faire des incursions dans les zones cultivées, ils ne fréquentent pas ces zones-là en permanence. La Guinée est un contraste intéressant. Et du coup, on a lancé un projet un peu pilote pour d'abord mieux comprendre comment ça se passe, cette cohabitation, et travailler avec les communautés locales pour réfléchir avec elles à qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de gestion pour que ça se passe encore mieux et que les chimpanzés puissent s'épanouir, entre guillemets, dans des paysages qui soient aussi des paysages dans lesquels les populations locales s'épanouissent également. Alors, on n'a pas forcément encore mais la démarche est intéressante parce qu'elle est vraiment centrée sur cette question d'une cohabitation proche plutôt que d'une séparation entre les humains et les animaux. Et c'est vrai, comme vous l'avez évoqué, dans le contexte de la crise du coronavirus, il y a eu de très nombreux appels à mieux séparer finalement les humains de la nature et des animaux. Alors dans certains cas, c'est sans doute pertinent, mais ça pose beaucoup de questions sur la mise en œuvre d'une recommandation. Les gens en Guinée habitent et interagissent de manière très proche avec la faune sauvage depuis très longtemps. Ça n'a pas toujours été au bénéfice de la faune sauvage, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, mais c'est pas un phénomène récent qui a déclenché des problèmes sanitaires et par ailleurs les gens en Guinée dépendent de la nature pour beaucoup de produits et il serait inconcevable de forcer aujourd'hui la relation est extrêmement intime. D'accord. Nicolas, peut-être quelques commentaires des expériences que vous avez pu sur le terrain ? Eh ben, en fait, je voulais rajouter par rapport d'abord à ce qu'avait dit Fabien, effectivement, donc cette proximité qui entre hommes et chimpanzés qui est propre à la Guinée, qu'on ne retrouve vraiment pas dans beaucoup de pays en Afrique, elle a toujours existé. Mais maintenant que les populations humaines ne font que augmenter, bien sûr, les villageois ont besoin de plus en plus de terre à cultiver pour planter aussi leurs vergers, planter leur nourriture. Et donc, ils empiètent de plus en plus sur l'habitat des chimpanzés. Et comme les chimpanzés sont des animaux territoriaux, ils ne vont pas quitter leur territoire. Ils sont, entre guillemets, condamnés à y rester et à le défier. Les chimpanzés, ce sont les femelles qui émigrent, qui quittent le groupe où elles sont nées, juste avant l'adolescence. Et ça permet un brassage génétique. Ainsi, elles vont dans un autre groupe. Et les mâles, eux, par contre, vont rester toujours dans le groupe où ils sont nés et défendre leur territoire âprement, j'allais dire. Parce que des fois, c'est effectivement très violent. Il y a des conflits entre groupes de chimpanzés pour protéger les territoires. Et donc, si les ressources naturelles dues aux activités humaines, que ce soit les villageois, les locaux qui habitent, que ce soit minier, que ce soit l'industrie du bois, que ce soit l'électrique,
que ce soit les routes ou bien tout autre projet d'aménagement qui sont quand même très nombreux en Guinée, puisque la Guinée est un pays en plein développement. Du coup, ça empiète sur l'habitat des chimpanzés, et donc le contact entre les hommes et les chimpanzés sont de plus en plus, augmente de plus en plus. Et donc, le risque de transmission de maladies augmente en même temps. On avait eu en 2013, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu cet état qui avait commencé en décembre ou novembre 2013, et c'était qui est venu en Afrique de l'Ouest et qui a fait le plus de décès dans la population humaine. Ça avait débuté en Guinée, ça a été aussi en Sierra Leone et au Libéria. Il y a eu énormément d'humains qui sont décédés, mais on n'a pas remarqué, bizarrement, que les populations de chimpanzés soient affectées par cette épidémie. Donc on ne comprend pas encore tous les mécanismes de diffusion des Ebola, qui est normalement une maladie qui serait singe pour partir chez l'homme. Et ben là, dans ce nouveau Ebola virus, on ne voit pas la population humaine est fortement impactée et la population siémène pratiquement pas, ou en tout cas insensible. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce point. Il y a peut-être, pour compléter, il y a un aspect aussi culturel. Hein, je l'ai mentionné au début, c'est très spécifique à une partie de la Guinée, le fait de ne pas persécuter les chimpanzés, de ne pas les consommer, etc. Et en fait, ces spécificités culturelles, elles sont aussi, elles évoluent, hein, et notamment du fait qu'il y a de plus en plus un brassage des populations humaines avec les gens. Quittent une région, vont habiter dans une autre, etc. Et par ailleurs, les commerciaux aussi se renforcent au niveau national, voire au-delà. Et donc, ça implique, ça a des conséquences, certaines positives, hein, par rapport, évidemment, à l'activité économique de certains acteurs, mais négatives de manière générale pour les grands singes, puisque d'une part, du coup, il y a des afflux de population, alors peut-être qui pourraient transmettre des maladies, mais qui par ailleurs introduisent donc des habitudes différentes, qui peut-être ne verront aucun inconvénient à aller chasser du chimpanzé, du coup pourront s'engager dans du commerce aussi, alors commerce de la viande de chimpanzé qu'ils pourront renvoyer dans leur région, par exemple, là où elle est consommée, ou dans du trafic, hein, puisqu'il y a toujours, encore aujourd'hui, ça peut sembler surprenant, mais il y a encore un appétit des gens pour des bébés chimpanzés, et donc cette question du trafic, en fait, elle est encore très prégnante, et du coup les liens de commerce, ils accentuent en fait ces phénomènes-là. Et bon, aujourd'hui en Guinée, dans la région qui nous intéresse, là, le massif du Fouta, il y a un autre mécanisme, hein, qui incite beaucoup de populations à venir s'installer, c'est l'expansion de l'activité minière. Il y a d'importants investissements dans le secteur de la bauxite, qui est la matière première avec laquelle on fait l'aluminium, hein, donc c'est un métal de plus en plus utilisé pour plein de processus industriels, et notamment dans le contexte de la transition énergétique. C'est un métal qui est plus léger que l'acier. Et donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de gens qui se déplacent vers le massif du Fouta Djallon à la recherche d'emplois, d'opportunités, d'emplois directs mais aussi indirects. Donc, il y a une dynamique de développement économique impulsée par l'extraction minière qui fait qu'il y a une accentuation de ces mouvements de population humaine qui amènent avec eux tous ces changements culturels et ces risques pour les grands singes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, et c'est vrai que c'est souvent négligé, en fait, hein, dans la façon dont on appréhende les impacts de tel ou tel investissement dans tel ou tel projet minier ou d'infrastructure. C'est
les effets induits en fait de ce développement. Et c'est vrai que pour un investisseur dans le domaine minier, c'est difficile d'être responsable de ce que vont faire tous ces gens qui vont venir s'installer dans les villes et les villages avec l'espoir d'un emploi. Ouais. C'est pas facile à contrôler, c'est pas facile d'en être responsable, d'où l'importance qu'il y ait des acteurs qui travaillent sur le contexte, l'environnement économique, culturel, pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces effets-là puissent être les plus atténués possible. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place quand on lance un projet d'aménagement, quel qu'il soit, barrage, mine, est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles il faut faire attention et qui doivent être mises en œuvre aujourd'hui pour éviter d'empirer la situation? Oui, il y a des bonnes pratiques qui sont assez bien établies, et qui, en tout cas au niveau conceptuel, les secteurs économiques que vous avez évoqués, les mines, les barrages, etc. Et c'est les mêmes approches que celles qu'on retrouve en France dans la réglementation environnementale. Et ça consiste évidemment à éviter d'avoir des impacts si c'est possible, et notamment de se poser la question de est-ce que mon projet, je peux le faire autrement ou à un autre endroit, plutôt que d'impacter une zone où il y aurait des chimpanzés. Alors après, comme dans le texte de la Guinée ou dans d'autres régions, les chimpanzés ils sont dispersés en faible densité sur des grands espaces. C'est pas facile de se dire je vais faire mon projet que là où il n'y a pas de chimpanzés, sans compter que ça récompense ceux qui ont fait le travail de nettoyage avant d'avoir éliminé tous les chimpanzés pour être sûr de ne pas avoir ce problème plus tard. Donc ça, c'est jamais avec cette intention, mais c'est toujours un peu rageant. Et en tout cas, c'est aussi par rapport à la problématique des mines difficile, puisque la mine, elle est forcément là où il y a le gisement de minerais. Oui. Et le barrage, il est forcément là où la pente de la rivière est forte. Et donc, c'est parfois compliqué de se dire je vais éviter de faire mon projet à cet endroit-là. Dans ces cas-là, c'est compliqué. C'est beaucoup moins vrai pour les routes, les lignes électriques, etc., où là où il y a beaucoup plus de marge de manœuvre. Ça, c'est la règle, en fait. Alors, elle est pas toujours facile à suivre, notamment dans un pays qui a une volonté légitime de relance économique. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et qui cherche à attirer, en fait, au contraire, à attirer les investisseurs étrangers pour mener ce type de projet. Et donc, il y a un équilibre, ou je sais le bon terme, mais il faut être assez fin, disons, dans la façon dont on milite pour la conservation des chimpanzés, puisque si l'espèce est vue comme un obstacle qui s'appliquerait partout en plus à l'investissement international, on peut très rapidement tomber dans des situations de blocage avec des autorités nationales qui vont identifier assez facilement les chimpanzés comme un ennemi par rapport à leur volonté de développement. Alors après, c'est pas, quand je dis ça, c'est en référence aux autorités nationales, aux acteurs économiques d'ordre national, et qui sont souvent les principaux bénéficiaires de ces investissements étrangers. C'est pas du tout la même chose pour les communautés locales qui elles, bien qu'on puisse les convaincre qu'elles vont bénéficier d'investissements, et c'est en partie vrai en termes d'emploi, par exemple, d'infrastructures, voilà, mais quand même souvent une grosse partie des emplois en fait mis au bénéfice de gens issus des centres urbains qui ont pu bénéficier de formations, etc., alors que les villageois n'ont pas forcément les capacités de remplir les postes qui sont proposés dans ces secteurs. Et puis par ailleurs, ils subissent les territoires des villageois sont
voilà, convertis en fosses minières, inondées par les barrages, etc. Là, dans une certaine mesure, hein, les chimpanzés et la conservation des chimpanzés peut aussi être instrumentalisée pour défendre leurs intérêts à eux, sachant que finalement, voilà, l'alliance entre ceux qui veulent conserver les chimpanzés et ceux qui veulent défendre les droits des communautés locales ne sont pas toujours alignés. Là, en l'occurrence, ils auraient tout intérêt à travailler de concert pour mieux maîtriser ou en tout cas tirer peut-être un meilleur parti de tous ces programmes d'investissement. Voilà. Alors, petite question du sujet, mais toujours par rapport à la crise russe. Est-ce que la crise a impacté les programmes de conservation? Est-ce qu'il y a eu toutes ces contraintes sanitaires? Peut-être qu'il y a eu des difficultés de financement, des difficultés à accéder sur place. Comment ça s'est passé? Je pense que le meilleur témoignage de ça, c'est que nous sommes chez nous, en France, alors que s'il n'y avait pas la crise du coronavirus, on serait sûrement en Guinée ou ailleurs, effectivement, à travailler sur le terrain plutôt qu'à distance avec des moyens électroniques qui ne sont pas très pertinents par rapport aux zones dans lesquelles il faut agir. Et donc, voilà, la première conséquence, évidemment, c'est que par rapport à des collaborations qu'on peut avoir avec des acteurs locaux, ça a été un gros facteur bloquant. Alors, on a de la chance, c'est que chez Biotope, on a du personnel qui est basé en Guinée, on a des relations étroites avec différents acteurs. Je me permets de citer notamment une ONG qui s'appelle Guinée Écologie, qui est notre principal partenaire en Guinée. Donc, on va pouvoir continuer quand même à travailler par ce biais-là. On travaille aussi avec l'Institut Jane Goodall, la branche de l'Institut Jane Goodall, qui est très active au sud du Sénégal et avec qui on collabore dans la zone transfrontalière entre le Sénégal et la Guinée. Et ils ont des gens basés au Sénégal qui pouvaient quand même rester sur le terrain. Mais par contre, et ça c'est une spécificité des grands singes, c'est que même si les gens qui étaient dans le pays auraient pu légalement voyager vers les zones où on travaille pour la peste, en fait les bonnes pratiques qui sont recommandées par rapport au risque de transmission des maladies font qu'on s'est restreint et que en fait on a mis sur pause toutes les activités qui impliquaient des allers-retours d'humains dans les territoires. Et du coup, voilà, du coup, on est en pause et les activités ne sont pas mises en œuvre et voilà, il fait aucun doute que ça génère un sentiment de frustration à la fois pour nos équipes et pour nos partenaires dans les villages. Voilà, les activités, du coup, tout est sur pause, alors que pour eux, il n'y a pas de pause avec le coronavirus. Il faut quand même aller chercher l'eau et les chimpanzés, ils sont toujours là. Donc c'est sûr qu'on est un peu dans deux mondes différents de ce point de vue-là. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que on parlait des mines, des barrages, etc. Voilà, tous les opérateurs économiques qui sont porteurs de projets de ce type n'ont pas adopté la même démarche. Et donc, en fait, dans des paysages où, par ailleurs, certains acteurs de la conservation ont décidé de se mettre en pause, les acteurs de l'aménagement se sont peut-être moins mis en pause. Ils ont introduit un certain nombre de règles, des pratiques. Pour certains des clients de Biotope, c'est nous qui avons formulé ces pratiques avec l'appui du groupe de spécialistes des grands singes de l'UICN, etc. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de pause absolue. Donc, en tout cas, ça, c'est une conséquence importante. Après, nous, on a de la chance, c'est que nos bailleurs ont été assez conciliants. Ils sont très conscients de ces
de cette situation, et ils nous ont pas dit si vous ne travaillez pas sur le terrain, si vous ne faites pas vos activités, on vous coupe les vivres. On a négocié avec eux cette pause pour après le moment venu. Alors on a hâte que ça se fasse, mais la situation reste encore. Par contre, je voulais souligner un point, alors qui ne nous concerne pas nous chez Biotope, mais qui est un vrai problème dans beaucoup de zones pour la conservation des grands singes. C'est l'arrêt quasiment total de l'écotourisme. Et en fait, dans une grande partie de l'Afrique, en fait, les efforts de conservation des grands singes et puis du reste de la faune, d'ailleurs, reposent sur un modèle économique alimenté en fait par les touristes. C'est les touristes qui font vivre les administrations des parcs nationaux, des réserves, et c'est les touristes qui génèrent qui font que les communautés locales voient la faune sauvage, les parcs nationaux comme la base de leur mode de vie à eux, de leur emploi, etc. Et ça, quand il n'y a plus de touristes, voilà, tout s'arrête, tout s'effondre. Et donc c'est un vrai problème. Et l'espèce, le cas qui est emblématique, c'est les gorilles de montagne dans l'est de l'Afrique, à la frontière entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda. Les efforts de conservation contre le braconnage, de lutte contre la déforestation dans une poignée de parcs nationaux dans les 3 pays que j'ai cités, en fait, ont réussi à inverser la tendance par rapport à l'effondrement et l'extinction imminente des gorilles de montagne. Et tout ça finance grâce au tourisme et au fait que les gens payaient assez cher pour le privilège d'aller observer de près des gorilles de montagne dans leur à la mode des gorilles dans la brume, pour ceux qui connaissent le célèbre ouvrage. Donc voilà, c'était une grande réussite, et même dans les listes rouges de l'UICN, le gorille de montagne avait vu son statut de conservation passer, alors vous me direz, il faut être optimiste, passer en danger critique d'extinction à simplement en danger d'extinction. Voilà, ils avaient réussi à dépasser les 1000 individus. Donc je vous laisse absorber rapidement le chiffre. Il y a des villages français qui font moins de 1000 individus, mais la plupart des Français habitent quand même dans des zones où 1000 individus, on a vite fait le tour. Bon, ça, c'est l'ensemble des gorilles de mon monde. Et malheureusement, l'arrêt de l'écotourisme a mis un stop à tout ce système. Au Rwanda, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Au 7, il y avait eu 1,5 million de touristes internationaux, et près de 100 000 qui étaient allés rendre visite au Parc national des volcans, qui est celui où on peut aller observer les gorilles de montagne. Et ils avaient généré 20 millions de dollars de recettes pour le parc, pour financer les éco-gardes qui font en sorte que les braconniers et autres ne puissent pas chasser les gorilles en question. Le revenu, c'est 0, donc, ou quasiment. Et donc, il y a déjà eu, c'était il y a quelques semaines, ou il n'y a pas très longtemps, en tout cas, un gorille connu des touristes qui a été tué parce que en fait, la capacité de surveillance a été diminuée. Donc ça, c'est vrai pour les grands singes, et les gorilles de montagne sont un bon exemple. C'est vrai aussi pour plein d'autres parcs nationaux, en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Alors en Guinée, il n'y a pas vraiment de tourisme international, en tout cas pas tellement porté sur la grande faune. On n'a pas perdu l'espoir que les choses puissent se normaliser et que ça puisse faire partie de la solution. Mais clairement, la crise du coronavirus a montré la vulnérabilité en fait de ce secteur écotouristique à
à cette source de revenus prépondérante. Et puis évidemment, le coronavirus, premier choc, puisque tous les engagements internationaux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre suggèrent que faire des milliers de kilomètres pour aller voir des gorilles, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faudrait que tout le monde fasse. Donc ça pose question. Et d'où le sujet de la cohabitation. Et est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des systèmes où des modes de vie qui ne soient pas dépendants du tourisme puissent être conciliés avec le maintien de ces espèces sans retomber sur un modèle en fait d'aire protégée dont les revenus dépendent de flux issus de l'étranger plutôt que de modèles économiques un petit peu plus résilients. Oui, donc la fameuse qu'il faut a priori plutôt encourager. Oui, encore une fois, on n'a pas forcément la réponse et il y a quand même beaucoup de retours d'expérience qui montrent que l'expansion des populations, la gourmandise des prendre leur part de la productivité primaire, ça laisse de moins en moins de place à la faune sauvage. Mais bon, après, ça va dépendre des espèces et typiquement, en tout cas en Afrique de l'Ouest, les chimpanzés sont assez adaptables finalement. On arrive à les trouver dans des milieux assez secs, dans des savanes boisées, autant que tropicales humides. On les trouve dans des zones où il y a d'assez fortes densités de population et on les trouve dans des zones où il n'y a personne. Et l'extinction de ces espèces, comme de manière générale, les grands mammifères, c'est une exécution directe disons, à de la disparition d'habitat. On voit ça aussi. Le retour de la grande faune en France, qui est aussi prégnant, il démontre bien que les animaux ne sont pas cantonnés au sommet des montagnes, loin des hommes, mais qu'au contraire, si on arrête de les persécuter, ils arrivent à s'installer dans des endroits parfois surprenants. Donc on ne perd pas espoir, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve d'un certain optimisme pour s'engager dans cette bataille-là. D'accord, très bien. Bon, j'ai le temps de prendre quelques minutes maintenant pour répondre à quelques questions que se sont posées les internautes pendant notre échange. Alors d'abord, une question qui va être rapidement réglée. On a un internaute qui nous demande au sujet de l'organisation Guinée Écologie, qui nous demande des petites précisions. Est-ce qu'il s'agit d'une organisation locale ou d'une organisation extérieure qui est venue s'implanter là? Alors, vas-y, Fabien, vas-y. Non, donc c'est peut-être qu'ils nous écoutent. On leur a passé le mot que on allait intervenir, mais une ONG de droit guinéen qui a été fondée dans les années 80 et qui a joué un rôle moteur dans la mise à l'agenda des questions environnementales dans le pays et avec qui on pour accompagner des évolutions dans les politiques publiques, dans la réglementation, notamment en matière de prise en compte donc, de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, je voulais le mentionner aussi, avec un financement du Fonds français pour l'environnement mondial et de la Fondation MAVA, une fondation suisse. Et puis, il y a différents partenaires impliqués, dont la Wildlife, qui elle est une ONG américaine, qui dans ce travail. Et en fait, une ONG nationale qui œuvrait à la conservation des chimpanzés bien avant l'année 2016 et le début de sa collaboration avec Biotop.
et notamment dans le massif du Fouta Djallon, avait réussi à établir dans plusieurs villages des associations locales de conservation de la nature qui relaient en fait à des activités de conservation voilà, auprès des villageois, donc avec une démarche voilà, assez intéressante de ce point de vue-là et en quelque sorte différente ou en tout cas complémentaire de ce que pourrait faire une ONG internationale en tant que chercher par exemple à améliorer la gestion d'un parc existant, un parc national. Notre partenaire, la Wildlife Conservation Society, fait ça. Elle est gestionnaire ou co-gestionnaire d'un parc national. Ou alors des ONG qui ont la volonté de créer un nouveau parc national. Et donc, je pense qu'il faut aussi applaudir les efforts de la Wild Chimp Foundation, qui est une autre ONG internationale très active en Afrique de l'Ouest, qui mène aujourd'hui un projet intéressant et ambitieux de création d'un grand parc national pour protéger une importante population de chimpanzés au nord du Fouta Djallon. D'accord. Alors, peut-être en lien avec tout ça, un internaute qui nous laisse plutôt un commentaire, mais qui peut tout à fait devenir une question, qui remarque que les paroles et les expériences des communautés locales devraient être prises en compte. Alors, comment vous intégrez tout ça, les expériences des habitants dans votre travail? Donc, c'est effectivement au cœur de notre approche, et on est en train d'expérimenter. Alors, comme je disais, c'est en pause, mais on a commencé à expérimenter, comment on pourrait dire ça, ascendante, avec les communautés pour construire avec elles des solutions pour la cohabitation avec les chimpanzés. Et donc, concrètement, en fait, ça prend la forme de jeux de plateau. Donc, on a construit des jeux avec un partenaire qui est une start-up suisse qui s'appelle Inspire, qui a été fondée par un écologue du CIRAD. Donc, le CIRAD, c'est le Centre international pour la recherche en agronomie pour le développement. Je crois que je ne me trompe pas. C'est une institution de recherche française donc qui travaille sur plein de sujets différents, mais notamment sur la question de la gestion durable des forêts. Et donc, on a eu l'occasion en Afrique centrale de développer des outils de concertation et de co-construction autour de la gestion des forêts avec ce partenaire et d'autres, le WWF, l'UICN et d'autres partenaires. Et on s'est appuyé sur cette expérience pour développer des jeux de plateau qui permettent en fait aux habitants du village et à d'autres acteurs de faire semblant, de faire évoluer la façon dont ils exploitent, utilisent leur territoire, les ressources, et éventuellement c'est-à-dire que les chasseurs deviennent agriculteurs, etc. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que d'abord, ça libère un peu la parole, puisqu'on fait semblant et on joue. Ce qu'on dit ne peut pas être retenu contre soi. Donc, ça, c'est déjà... Et puis, par ailleurs, le fait de se mettre comme ça en situation, ça permet aussi de comprendre comment les autres acteurs du territoire prennent des décisions, quelles sont leurs stratégies, comment ils répondent à telle ou telle circonstance ou à telle ou telle incitation. Et du coup, ça permet en fait de construire une compréhension partagée, pas uniquement informée par des scientifiques qui sont allés sur le terrain, qui ont mesuré des choses, qui ont compté des chimpanzés, qui ont dit les chimpanzés sont là et pas ici. Non, la compréhension en question, c'est une compréhension qui intègre les questions sociales, les usages, et qui intègre la façon dont d'autres personnes se représentent comment fonctionne le système dont ils font partie. Et donc ça, c'est assez lourd comme travail, il faut y passer du temps. Mais une fois qu'on
construit en fait cette base de compréhension partagée, en fait, l'expérience montre que les gens, ayant la parole libérée, ayant cette compréhension partagée, sont capables en fait tout seuls d'imaginer des changements et d'intégrer en fait des éléments nouveaux dans leur réflexion, comme peuvent l'être cette question des chimpanzés ou des modèles économiques auxquels ils n'avaient pas forcément pensé, des opportunités qu'ils n'avaient pas perçues. Et donc, du coup, comme l'idée vient d'eux, que c'est basé sur tout ce travail préalable, c'est justement pas quelque chose qui leur est imposé, c'est quelque chose dont ils sont ensuite porteurs en propre. Et ça, c'est un atout indéniable. Et donc, cet investissement initial, souvent, il en vaut la peine. Alors, le risque, évidemment, c'est que il n'y a aucune garantie que la conclusion soit positive pour les chimpanzés, ou en tout cas qu'elle soit à la hauteur de ce qu'on espérerait en tant que conservationniste. Mais justement, je pense que c'est la position, c'est cette position-là qui peut être difficile à assumer, mais qui fait que du coup le risque, il est porté par Biotope, par les ONG de conservation, plutôt que d'être porté par la communauté rurale qui se verrait imposer un modèle venu de l'extérieur, et d'ailleurs auquel elle ne souscrira pas forcément, et elle dira oui en réunion, et puis en fait après sur le terrain, elle mettra en place des stratégies de résistance ou de contournement. Et donc c'était une très bonne question, parce que c'est vraiment le sujet sur lequel on souhaite avancer et proposer ensuite du coup un retour d'expérience sur la démarche qui pourrait être généralisée peut-être à d'autres localités, d'autres territoires. D'accord. Alors, on a un autre internaute qui revient sur la question des gorilles des montagnes. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne reste plus que 1000 individus, et qui nous fait remarquer qu'il pense qu'en dessous de 5000 individus, on va se heurter à un problème d'ordre génétique, et qui se demande si à ce stade-là, il ne faut pas déjà considérer cette espèce comme éteinte, malheureusement. J'avoue ne pas connaître le nombre exact qui définit si une espèce est vivante ou éteinte. Ce qu'il faut quand même avoir bien en tête, c'est que les gorilles des montagnes, à un moment, il y en avait moins de 250. Et que donc aujourd'hui, comme dit Fabien, ils sont 1000. Donc la population a été multipliée par 4. Donc elle est encore là, et elle est encore dynamique, et elle est viable quelque part. Ce qui est très important, c'est le brassage génétique. Donc, il faut savoir si ce groupe de 1000 individus, en combien de sous-populations, en combien de communautés différentes il est divisé, et est-ce qu'il y a des échanges qui sont possibles entre chaque sous-groupe. Et c'est ça qui va permettre le brassage génétique, et qui va vraiment faire que la population sera viable ou ne sera pas sur le long terme. Donc, et voilà, et je pense que 5000 individus, ça va varier effectivement si on parle de grands singes, si on parle d'antilopes, si on parle d'insectes. Alors là, c'est complètement autre chose, et c'est un petit peu différent. Mais je veux dire qu'en fonction des espèces considérées, c'est ce nombre de 5000 là. Mais le problème est tout à fait pertinent. Ils sont passés très très près de l'extinction, et ils sont encore très très surveillés. Et c'est d'ailleurs, donc on ne trouve les gorilles de montagne que à la frontière entre Rwanda, Congo et Ouganda, voilà, dans le parc national des volcans. Et donc, ils sont de toute façon, par définition, très confinés, si je peux utiliser ce terme, spatialement. Et donc, voilà, c'est l'essence même de cette population de gorilles de montagne. Donc, voilà. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, je crois que ce live Facebook consacré à la cohabitation entre les hommes et les grands singes s'achève. Mais je vais quand même vous laisser la possibilité de nous donner un petit mot de la fin à tous les deux, ou à l'un des deux, comme vous le sentez, si vous reste quelque chose à ajouter après tout ça. Peut-être j'ai beaucoup parlé, mais je reprends la parole, et puis je laisserai Nicolas conclure, peut-être avec une anecdote sympathique
de son expérience avec les chimpanzés. Je voulais évoquer le fait que, en fait, dans le cadre de ce projet en Guinée, Biotop a collaboré en fait avec une ONG américaine qui avait édité un guide des primates d'Afrique de l'Ouest. Sauf que, comme c'était des Américains, ils l'avaient fait en anglais. Et donc, du coup, on a fait l'effort d'organiser la traduction de ce guide en français, mais aussi dans plusieurs langues locales pour en fait, contribuer à ce qu'il puisse être utilisé pour la sensibilisation des populations, mais aussi pour construire une expertise nationale sur les questions des chimpanzés. C'est bien que nous, on aille en Guinée parler de chimpanzés avec notre peau toute blanche, enfin surtout moi, mais évidemment c'est aux acteurs nationaux, aux Guinéens eux-mêmes, de prendre en charge la conservation des chimpanzés. Donc on espère que ce petit guide sera utile pour ça, et puis il peut aussi servir aux touristes quand ça va redémarrer. Voilà, donc n'hésitez pas, il est accessible sur le site internet de leclub-biotop.com, où vous retrouverez les ouvrages de Biotop en tant que maison d'édition. Je ne l'ai pas évoqué au début. Et puis après, je crois que j'ai cité la plupart de nos partenaires dans mes interventions, mais il y a une structure avec laquelle on collabore beaucoup et qui joue un rôle important par rapport à la question du trafic, notamment, qu'on a évoqué. C'est le Centre de conservation des chimpanzés, qui accueille en fait les chimpanzés orphelins et les chimpanzés qui sont récupérés du trafic, en Guinée, dans un parc national au Niger. Et donc, ce centre de conservation des chimpanzés, il est soutenu en France par le projet Primate France, donc projet primate au pluriel.com. Vous pouvez aussi aller trouver des renseignements voilà, sur leur site web et éventuellement les soutenir. Merci. Nicolas, peut-être? Bon, je ne vais pas vous raconter une anecdote, je ne saurais pas par où commencer, mais je peux quand même vous dire, on a beaucoup parlé de cohabitation entre les hommes et les chimpanzés, et donc on a eu tendance un peu à présenter aussi le chimpanzé comme un animal un petit peu fragile devant l'homme qui est tout puissant et ce qui est tout à fait vrai. Il faut aussi avoir en tête que cette cohabitation, elle peut être source de conflits. Et plus justement les humains gagnent sur l'habitat des chimpanzés, et plus les situations de conflit se créent ou arrivent notamment dans le Fouta Djallon, qui est un milieu particulièrement aride. Lorsque c'est la saison sèche, les cours d'eau ont tendance à tarir et l'accès à la ressource en eau est compliqué pour les hommes comme pour les chimpanzés et pour tous les animaux. Et donc, j'ai vu de nombreux cas, et les villageois relatent des événements où les dames, puisque c'est les femmes qui vont puiser et pas les hommes en Afrique, quand elles vont puiser au marigot, pour reprendre les propos de là-bas, il leur arrive de se faire agresser par des chimpanzés qui sont déjà en train de boire dans ce marigot, et c'est le seul point où on peut trouver de l'eau, parce qu'en aval, peut-être l'eau a sourdé, et donc il n'y en a pas non plus. Et donc c'est à cet endroit que tout le monde vient puiser. Et du coup, il arrive qu'il y ait des conflits, et même ça va jusque physiquement. Ce n'est pas seulement des intimidations et avec des cris et des. Alors effectivement, les projets d'aménagement maintenant essayent de financer des puits dans les villages, essayer justement de faire en sorte que ces points d'eau naturels restent pour la faune sauvage, et que les villageois qui n'ont pas de puits ou de forage puissent accéder. Il existe des solutions, mais je voulais juste un petit peu balancer le propos et le nuancer en disant que c'est aussi des deux côtés, et malgré que le chimpanzé soit très fragile, c'est aussi un animal extrêmement fort, extrêmement rapide, puissant, habile, et il faut y faire attention, certes, mais pour les gens qui cohabitent avec eux, ce n'est pas tous les jours dimanche. Très bien, voilà. Merci Fabien, merci Nicolas pour ce moment et ces expériences partagées avec nous. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Futura vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau live. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.